Donc on l'a vu, il existe d'autres technologies que la méthanisation d'effluents et de déchets pour produire du gaz renouvelable. La méthanisation d'algues permet de booster des intrants peu méthanogènes. La pyrogazéification produit du gaz de synthèse avec d'autres types de biomasse que celles utilisées en méthanisation, notamment le bois et les déchets. Et l'électrolyse, elle permet de produire de l'hydrogène à partir d'électricité renouvelable. Cet hydrogène est ensuite injecté directement dans le réseau ou transformé en méthane de synthèse par méthanation. C'est ce qu'on appelle aussi le power to gas. Alors nous allons un petit peu bouleverser un petit peu l'ordre qui était prévu pour pouvoir parler d'abord de Power to Gas. Donc Monsieur Trouvé a expliqué dans les très très grandes lignes le projet Jupiter 1000. Je vais vous demander, Monsieur Sauvage, vous de présenter le projet qui est développé par GRDF, un des projets, donc GRID, qui se trouve à Dunkerque, tout près d'ici. Alors GRDF est un des partenaires de ce projet, oui. Chaque partenaire apportant évidemment son savoir-faire et son expertise. Mais Thierry a indiqué l'intérêt amont d'utiliser de l'électricité, notamment l'électricité renouvelable, pour fabriquer l'hydrogène. Donc après, la question, c'est les cas d'usage. À Jupiter 1000, il a bien insisté sur les cas d'usage, tant dans des sites industriels ou encore mieux de faire de la méthanation finalement en transformant du CO2, qui est le choix ultime, et le choix ultime de tous ceux qui participent à cette grande aventure de la décarbonisation de notre économie. GRID, c'est un deuxième cas d'usage qui est tourné vers le secteur résidentiel. Et donc, en fait, parmi les partenaires de ce projet, il y a Engie, il y a le CEA, Areva, McPhy. Et donc le projet a deux volets complémentaires, bien évidemment. Le premier, c'est de faire de l'électrolyse dans une installation dédiée, avec finalement une installation très modulable. L'idée, c'est bien de pouvoir répliquer trois conteneurs installés, un qui fait l'électrolyse, un qui stocke l'hydrogène et puis le troisième qui injecte. Alors il injecte en fait dans le réseau de GRDF, le réseau existant, et il mélange l'hydrogène avec le méthane qui est d'ores et déjà transporté, acheminé dans ce réseau, au profit d'un secteur résidentiel et d'une maison de retraite à Capelle-la-Grande, pour être précis, donc dans l'agglomération de Dunkerque, pour oui. une centaine de logements. Donc on a démarré à 6%, l'inauguration était exactement il y a un an. Donc on a démarré à 6% d'injection d'hydrogène dans le réseau, tout s'est bien passé, on est passé à 10%, 15%, et depuis quelques jours, on est même maintenant à 20% d'hydrogène dans le réseau, stabilisé, sans aucune difficulté d'usage pour les clients, donc qui se chauffent et cuisinent avec un mélange d'hydrogène et méthane. Sachant qu'on va continuer ces tests, c'est bien un prototype, pour voir dans quelle mesure on peut faire fluctuer et rendre variable ce taux, puisqu'évidemment, si on parle de l'idée que cet hydrogène est destiné à capter des excès de production électrique de renouvelables intermittents, ce qui sera intéressant, c'est de voir dans quelle mesure on peut, sans difficulté pour les appareils, pouvoir avoir un taux d'hydrogène fluctuant et variant en fonction de cet excédent électrique. Donc c'est vrai que c'est une des briques indispensables de cette ambition que rappelait Fabrice Poissier, d'avoir 100% de gaz renouvelable dans la consommation de gaz en France à horizon 2050. Et l'hydrogène a à peu près fournit la même énergie que le méthane. Il a quoi comme différence ? C'était bien l'intérêt des tests. Le mélange des deux brûle, comme je le disais, aussi bien pour faire de la cuisine que dans une chaudière, oui. Sans difficulté particulière. Si vous aviez que d'hydrogène seul, vous auriez évidemment, là pour le coup, un système très différent et beaucoup plus compliqué à manipuler. Le premier problème étant d'ailleurs que la flamme n'est pas visible, ce qui, notamment pour des raisons de sécurité, un usage cuisson est juste complètement impossible. Donc, alors que dans un mélange, il n'y a aucune difficulté. Donc, ce n'est pas tout à fait les mêmes, notamment ce mélange n'a pas exactement les mêmes règles d'explosivité et donc les mêmes risques d'un point de vue de sécurité. Mais à l'usage depuis un an, on s'aperçoit qu'il n'y a aucune difficulté d'usage pour les clients concernés. D'accord. Et donc, est-ce que, comme Jupiter 1000 a déjà été un petit peu présenté, on peut se poser la question du cadre réglementaire, du cadre tarifaire, du cadre du coup de développement de ce gaz renouvelable, de l'hydrogène. On en est où ? Quelles sont les perspectives ?
Je te laisserai compléter. Là, on était bien sur une expérience pilote dans le cadre de l'orientation de la région sur la révolution industrielle, très fortement soutenue par l'ADEME. On voit bien que si on veut généraliser, dans le cadre de l'ambition du gouvernement de développer l'hydrogène, il va falloir à ce moment-là effectivement définir un cadre pour dire les choses directement, de tarif de rachat de cet hydrogène. Oui, c'est ça. Ce serait un tarif d'injection comme on l'a pour le biométhane, en fait. Ce serait ça qui se dessinerait ? C'est une des pistes possibles. Oui, peut-être en complément, on est, comme l'a dit Édouard, sur des projets qui aujourd'hui ne sont pas économiquement rentables, mais qui sont largement aidés. C'est le cas de Jupiter 1000 aussi par l'ADEME et soutenu par le régulateur, et également la CRE, et puis des fonds régionaux. Je pense qu'avant même de parler de conditions économiques de développement, il y a aussi un sujet en termes de réglementation qui concerne la définition. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a besoin de règles en matière de définition et en matière de raccordement au réseau de ces installations. Définition parce que l'hydrogène, il y a plusieurs formes d'hydrogène, il y a plusieurs sources d'hydrogène. Alors parfois on parle de couleur en Europe, on dit à l'hydrogène gris qui est fait avec de l'énergie fossile et qui émet du CO2, et donc finalement l'hydrogène il a l'air propre comme ça, mais en réalité on a émis l'hydrogène avant pour le produire. Bon, c'est pour ça qu'on parle de gris. Après il y a l'hydrogène bleu, alors c'est l'hydrogène qui est utilisé, produit de la même manière, sauf qu'on a séquestré le carbone. Et puis on l'a enfoui. Alors il n'est pas vert parce qu'on a quand même fait du carbone, mais oui, on l'a pas rejeté à l'atmosphère, donc on le considère comme bleu. Et puis après il y a l'hydrogène vert, qui est celui qui est produit à partir d'électricité renouvelable, comme dans le cas de Jupiter 1000. Et on se dit, là effectivement, il n'y a pas de contenu en carbone. Et on voit bien que selon la couleur, et puis là j'ai parlé de 3 couleurs, mais il y a des tas de nuances, donc selon l'analyse complète du cycle de vie, les différentes catégories d'hydrogène n'ont pas les mêmes bénéfices environnementaux, et a fortiori ils ne devraient pas bénéficier, si soutien il y a, des mêmes types de soutien. Donc il y a tout un travail à faire pour savoir de quoi on parle, pour assurer aussi l'interopérabilité des garanties d'origine. Si demain on fait des garanties d'origine d'hydrogène renouvelable, il faut qu'on puisse porter, quand on a de l'électricité renouvelable avec ces garanties d'origine et qu'on la transforme l'électricité en gaz, il faut qu'il y ait une portabilité de la garantie d'origine d'électricité dans le monde gazier. Donc il y a un certain nombre d'éléments de ce type de cadre-là qu'il faut développer et qu'il faut inscrire dans des textes réglementaires, soit au niveau européen, c'est l'idéal, et en tout cas au niveau national. Et puis, il y a aussi un travail à faire sur les conditions de raccordement des installations. On a aujourd'hui des projets qui demandent à être raccordés au réseau de gaz pour pouvoir injecter de l'hydrogène. Aujourd'hui, c'est pas complètement... on est obligé de passer par des artifices de mélange auparavant. Enfin, il y a un certain nombre de règles à définir pour finalement prolonger la régulation actuelle et les conditions de raccordement non discriminatoires au réseau, le droit au raccordement dont on parlait tout à l'heure pour le biométhane, il faut transposer ce type de règles aussi dans le monde de l'hydrogène. D'accord. Est-ce que la méthanation, c'est une étape indispensable si on peut injecter directement de l'hydrogène ? Alors, non, ce n'est pas une étape indispensable. Aujourd'hui, il y a 3 façons, si on résume, d'injecter de l'hydrogène dans les réseaux. Et la première façon, c'est de l'injecter tout simplement en mélange. C'est ce qu'on va faire à Jupiter 1000 le mois prochain. Mais on voit bien qu'il y a un certain niveau, une limite au-delà de laquelle on ne peut sans doute pas aller. Vous êtes à 20% sur grid dans des conditions particulières, mais il est à peu près certain qu'on n'ira jamais probablement au-delà de 20%. La deuxième façon de faire, c'est... si on a des très grosses quantités, c'est de dire finalement on est sur une infrastructure dédiée, éventuellement on convertit, parce qu'il y a des choses qu'on peut convertir, on peut transformer un tuyau, nos collègues hollandais l'ont fait récemment, ils avaient un tuyau qui était utilisé en méthane, ils ont décidé de le convertir et aujourd'hui mettre de l'hydrogène à la place du méthane, donc on a une infrastructure dédiée, soit préexistante, soit éventuellement qu'on a construite. La troisième manière, c'est la méthanation, c'est-à-dire de dire avec cet hydrogène, je recombine avec du CO2 et je fais du méthane de synthèse, et dans ce cas-là, j'ai plus de problème parce que c'est exactement ce que je sais déjà faire aujourd'hui. Bon, mais le problème, on l'a repoussé en amont, puisque quand on fait ça, ça a un certain coût en OPEX, en CAPEX, et donc après il faut regarder finalement de toutes ces solutions-là, en fonction des conditions locales, en fonction du développement des différentes technologies, quelle sera là où les technologies qui vont l'emporter. D'accord.
Et Édouard Sauvage, vous voyez un développement massif, une consommation massive d'hydrogène, à quel horizon? 10 ans, 15 ans, plus? Je voudrais d'abord rappeler que le but, c'est de faire de l'efficacité énergétique et c'est consommer moins. Donc, Oui. je suis toujours agacé quand j'entends certains dire on va faire un développement massif de l'électricité renouvelable ou massif de l'hydrogène. Non, la première priorité, c'est de consommer moins d'énergie et d'avoir une économie plus frugale. Donc, l'hydrogène trouvera sa place aux côtés de l'électricité renouvelable, aux côtés du gaz renouvelable, de la méthanisation. Et effectivement, il trouvera aussi sa place en recombination avec du CO2, parce qu'un des gros intérêts de la méthanation, c'est bien de capturer du CO2. Et on sait bien que dans un certain nombre de procédés industriels, à Chub-Thermil, vous travaillez avec de la métallurgie, il va être très difficile de trouver des procédés qui n'émettent pas de CO2. Et donc, si on veut arriver sur un bilan carbone complètement neutre, il va bien falloir trouver des moyens pour capturer ce CO2. Et je ne crois pas dans la capacité de l'enfouir sous terre, à part évidemment dans certains champs pétroliers offshore ou des choses comme ça. Je crois beaucoup plus effectivement dans la capacité de l'intégrer dans un système vertueux où il est recyclé dans une boucle qui permet de le réutiliser dans les vecteurs énergétiques existants. Et donc, à quel horizon vous le voyez peser, disons? Je suis toujours très embêté pour faire des paris là-dessus parce que finalement, on s'aperçoit que les progrès technologiques et les innovations technologiques vont toujours beaucoup plus vite que ce qu'on pouvait imaginer. Donc, si je réfléchis avec la connaissance d'aujourd'hui, on va probablement vous dire 2035 ou à partir de 2035. Maintenant, si on se remet 10 ans en arrière et que vous auriez posé la question aux uns et aux autres, quel sera le prix par exemple du solaire photovoltaïque dans 10 ans, je suis sûr que les réponses que vous auriez eues sont très différentes de la réalité d'aujourd'hui. Oui. Donc, de toute façon, on a cette ambition forte de décarboner l'économie. Il faut tester beaucoup de domaines, avancer dans beaucoup de domaines, et à la fois ne pas perdre de vue l'efficacité énergétique, et tout en faisant confiance à la capacité d'innovation, aussi bien des chercheurs que des acteurs industriels, pour apporter des solutions dont aujourd'hui on n'a que quelques briques et dont la mise en commun permettra effectivement d'apporter ces solutions à laquelle on aspire tous. Très bien, merci. Nous parlions de méthanation. Yann Mercier, vous êtes porteur d'un projet de pyrogazéification suivi par de la méthanation biologique. Donc voilà, en quoi consiste ce projet? Quel est son intérêt? Bonjour. Après avoir travaillé quelques années dans le domaine de la méthanisation, précisément, on a fait quelques méthaniseurs dans le cadre d'une entreprise qui s'appelait Méthanéo. On a souhaité s'intéresser à la transformation en biométhane d'autres produits, les produits qui sont aujourd'hui peu ou mal valorisés. Et donc il y a deux grands types de produits. La slide suivante, si vous voulez. Il y a tout ça, on ne parle que de déchets. Donc il y a les déchets issus de biomasse non fermentescibles. Donc ça peut être les issus de forêt qu'on ne récupère pas, ça peut être les déchets verts, ça peut être le carton, le papier, les palettes de bois, le bois B en général, les bois de déchets. La photo au milieu, là, c'est des rafles de maïs. Il y a certains déchets de l'agriculture qui ne sont pas très heureux en méthanisation, qui ne marchent pas très bien, les tailles de haies. Et ça peut être aussi les bouts de steppe, si on voulait éviter d'épandre des bouts de steppe, parce que cette technologie fait disparaître la matière. Il n'y a plus que de la cendre comme déchet. Et puis, dans un deuxième temps, on pourrait même traiter les déchets issus de matières organiques d'origine fossile. Donc, c'est les déchets de plastique, les combustibles solides de récupération, les CSR, les déchets de tissus, des déchets des pneus. Et tout ça est transformable aussi en méthane. Alors, on parle beaucoup de pyrogazéification, mais on rentre assez rarement dans le détail parce qu'aujourd'hui, c'est des technologies qui sont à un stade au stade encore assez innovant. Et il y a quoi? Il y a 2-3 installations pour la France. Il y a quoi? Il y a 2-3 installations? Il y a une installation en France et une installation en Suède, à Göteborg. Et les deux transforment du bois en méthane, mais avec un couplage de pyrolyse et méthanation catalytique. C'est la même technologie que Jupiter 1000, appliquée à un gaz qui est plus compliqué, qui est le syngas. Donc on peut voir là, pour entrer un peu dans le détail, nous on a exploré une nouvelle technologie, une technologie qui rendra peut-être les choses plus abordables économiquement, plus rentables économiquement. D'accord. Donc
Globalement, c'est un peu technique. Il y a deux technologies qui sont aujourd'hui au stade industriel. Donc c'est la méthanation, le couplage pyrogasification et méthanation catalytique, avec un projet à Lyon qui s'appelle Gaia et qui est porté par Engie, et je viens de le dire, un projet en Suède qui fonctionne. Il y a la transformation de l'hydrogène et du CO2 pur dans le cadre du power to gas dont on vient de parler, par méthanation catalytique, mais aussi par méthanation biologique, c'est le carré vert. Et nous, on travaille sur une sorte de couplage de ces deux technologies innovantes. On aimerait transformer de la matière organique, réaliser une pyrogasification de cette matière et le mettre dans une unité de méthanation biologique pour produire un méthane injectable dans le réseau. Alors pourquoi une méthanation biologique? D'abord parce que l'origine, c'est que je viens du monde de la méthanisation et que le fonctionnement est tout à fait semblable. On peut injecter du gaz composé d'hydrogène et de CO2 et de monoxyde de carbone, de CO, et les bactéries savent transformer ça en méthane et le font très bien. L'espoir, c'est que la méthanation biologique pourrait se révéler beaucoup plus simple que la méthanation catalytique, et on pourrait envisager de faire des assez petites unités et plus réparties sur le territoire. A priori, la méthanation catalytique vise des unités assez grandes, assez centralisées. Nous, on aimerait reproduire le même modèle que pour la méthanisation agricole, à des tailles peut-être un petit peu supérieures, mais d'avoir un grand nombre d'unités, ce que j'appelle la pyrobiométhanation, répartie sur le territoire, qui permettrait de transformer d'autres types de déchets, ceux qui sont aujourd'hui non valorisables, non recyclables, et qui sont généralement envoyés soit en enfouissement, soit en incinération. Et donc cette technologie est testée dans le cadre du projet Biocyp soutenu par l'ADEME. Absolument. Alors, juste, excusez-moi, j'ai oublié, ça c'est une photo du projet Gaia, donc qui transforme, on le voit, des plaquettes de bois en méthane injectable dans le réseau. C'est un projet expérimental de grande dimension, mais c'est encore un projet expérimental. Et là, il y a une unité de méthanation biologique qui tourne au Danemark, qui transforme le CO2 d'une station d'épuration voisine et l'hydrogène issu d'hydrolyse de l'eau en biométhane par voie biologique. C'est-à-dire ce réacteur vertical qu'on voit est plein de bactéries en fait, et c'est un méthaniseur appliqué au gaz. D'accord. Donc on est au stade de la R&D, on est en train de faire la preuve du concept. Donc on a un projet qui s'appelle Biocyp qui est soutenu par l'ADEME. On a reçu une subvention de 300 000 € de l'ADEME pour faire ce projet sur 2 ans. L'idée, c'est les 2 carrés qui sont en bas au centre. On va produire du syngas à partir de biomasse selon 2 procédés. Un procédé Repotec, qui est le même qu'à Gaia, et un procédé d'une pyrolyse suivie d'un vaporéformage. L'enjeu, c'est de faire un syngas relativement propre pour qu'il puisse être, il ait le moins besoin d'être épuré avant d'entrer dans l'unité de méthanation biologique. Est-ce que le problème du syngas, c'est les goudrons? Non, c'est pas ça en général qui pose des problèmes. Le problème du syngas, c'est les goudrons. Ces 2 procédés produisent relativement peu de goudron. Et le grand avantage de la biométhanation, la méthanation par voie biologique, c'est qu'elle admet une certaine quantité d'impuretés, de teneur en soufre, de teneur en goudron, de teneur en suie. Et ces impuretés sont absolument inacceptables dans les procédés de méthanation catalytique, et elles sont acceptables dans les procédés de biométhanation. D'accord. Donc, ça fait maintenant 2 ans qu'on fait tourner 2 pilotes qui produisent du syngas, et ce syngas, il est recomposé et envoyé dans des unités de biométhanation qui sont situées à l'INSA de Toulouse. C'est des pilotes qui sont de dimension assez conséquente, c'est pas sur la paillasse, donc oui. Ça c'est aux mines d'Albi, on met des déchets verts dans un four rotatif et on envoie ces déchets verts dans un réacteur, on le voit là à côté de Sylvain Salvador qui est le directeur de laboratoire des mines d'Albi. D'accord. Dans un réacteur à flux entraîné où le gaz est monté en présence de vapeur d'eau à 1200 degrés, oui. Et il n'y a pratiquement plus de goudron en sortie. On pourrait presque envoyer ce syngas directement dans une unité de biométhanation, c'est-à-dire dans une sorte de méthaniseur. D'accord.
On passe maintenant à une étape suivante. On a un deuxième projet en partenariat avec GRT Gaz. On n'a pas encore communiqué dessus, donc je ne vais pas trop le nommer, mais on va installer une unité pilote de biométhanation sur un site industriel équipé d'unités de pyrogasification. Et on commence ce projet en ce moment. Le site étant, enfin le pilote, le container dans lequel il y a les unités de biométhanation est en construction en ce moment. J'insiste sur le fait qu'il n'y a aucune difficulté théorique à ce que cela aboutisse. Le critère, c'est la rentabilité, c'est le coût de production du méthane que l'on va obtenir. On a le sentiment qu'il sera inférieur au biométhane issu de méthanisation, mais on a encore du tuning à faire, on a encore des essais à faire pour savoir combien inférieur il sera. Voilà. Et vous serez fixé à peu près quand ? C'est une question difficile. On aimerait en fait, dans le cadre du club pyrogasification, tous les acteurs de la pyrogasification sont réunis au sein d'un club. Il y a un sous-groupe de travail qui s'appelle le sous-groupe injection dans le réseau. On demande au pouvoir public de faire un appel à projet pour des unités de pyrogasification suivies de méthanation, qu'elles soient catalytiques ou biologiques, de façon à construire une unité industrielle et d'en valider les progrès qu'on peut faire au niveau des coûts. C'est comme la méthanisation, il s'agit d'un procédé qui s'améliorera progressivement, on fera des progrès sur plusieurs années. Il faut qu'on ait des unités industrielles qui puissent servir de test, servir d'essai, être même rentables, pour qu'on puisse faire progresser cette nouvelle filière. D'accord. En fait, on est un petit peu dans un angle mort parce que les restrictions budgétaires n'incitent pas à laisser des nouvelles expériences se faire sur des nouvelles filières. Et c'est pour ça qu'on le club pyrogasification demande à ce qu'un appel à projet d'ampleur limitée soit fait sur quelques années, de façon à ce qu'on protège le budget, mais qu'on puisse laisser émerger une filière qui, à terme, pourrait permettre, je donne une image que j'aime bien, de transformer toutes les ordures ménagères des villes, par exemple, celles qui sont non recyclables, de les transformer en carburant pour la mobilité. On pourrait imaginer faire rouler les bus et les taxis des villes et les voitures particulières avec du gaz issu des ordures ménagères et de ne plus avoir du tout d'enfouissement et plus du tout d'incinération. C'est une vision qu'on essaye de porter avec mon associé Sébastien Couzy, avec lequel nous avons créé Terawatt. Très bien, belle perspective. Merci. Merci. Monsieur Ribeiro, nous allons voir avec vous une toute autre technologie. Là, on revient un petit peu plus à la méthanisation, mais cette fois la méthanisation d'algues, donc en codigestion avec notamment des effluents d'élevage, enfin en tout cas des intrants qui sont peu méthanogènes. Donc déjà, est-ce que vous pouvez nous présenter Unilassal votre travail ? Oui, alors Unilassal, c'est une école d'ingénieurs en sciences de la vie, de la terre et de l'environnement qui résulte de la fusion de plusieurs écoles, historiquement l'ISAB, l'IGAL, et très récemment la fusion avec l'EME, l'école des métiers de l'environnement à Rennes, ce qui fait que finalement on est repositionné maintenant sur 3 campus. Le campus, on va dire, historique sur Beauvais, un campus sur Rouen, Mont-Saint-Aignan pour être plus précis, et celui de Rennes qui nous a rejoint début d'année 2018. Donc on est maintenant à peu près avec 2800 élèves et on est une des plus anciennes écoles puisqu'elle a été créée en 1854, mais bon, c'est pas la seule. Ok, très bien. Merci pour cette concision. Alors, la méthanisation des algues, pourquoi ? Alors le constat est simple, on est parti de l'étude diligentée par l'ADEME, GRDF et GRT Gaz avec l'objectif d'incorporer 100% de gaz renouvelable dans le réseau de gaz à horizon 2050. Et donc l'an dernier, GRT Gaz est venu nous trouver pour avancer sur ce projet, puisque c'est
au démarrage une idée portée par GRT Gaz et on est venu, je dirais, apporter la touche laboratoire avec l'UTC et Unilassal, et on a monté un petit consortium à 3 dans un premier temps, et puis un consortium élargi puisqu'il y a également d'autres partenaires avec le laboratoire de biotechnologie environnementale de Narbonne, INRA, le laboratoire GPEA de Nantes, l'IRSTEA Rennes, le CEA Cadarache, et puis également Centrale Supélec avec la chaire d'excellence de biotechnologie blanche qui est positionnée à Paumacle, donc juste à côté de Reims sur l'ensemble. Donc voilà un peu l'organigramme et surtout le schéma global du projet tel qu'il a été imaginé. Donc l'idée c'est de monter une boucle vertueuse avec la production d'algues d'un côté, la récupération, fragilisation de ces microalgues, parce que ce ne sont pas des algues au sens laminaire ou sargasse que l'on peut imaginer, c'est vraiment des cellules microscopiques que l'on va cultiver soit en bassin ouvert, soit en photobioréacteur, que l'on va ensuite fragiliser. Juste c'est quel type d'algues? Alors Cnidesmus et Chlorella sont des souches assez courantes lorsqu'on travaille sur les microalgues. Je pense que ça parle pas à grand monde, mais c'est pas les algues vertes qu'on trouve. Voilà, ce ne sont pas les algues vertes qu'on retrouve sur les estrans. D'accord. Pas du tout la même chose. Oui. Donc on va les cultiver, on va les fragiliser, on les mettra en codigestion avec des effluents agricoles. Et l'intérêt d'utiliser ces microalgues, c'est qu'elles ont des potentiels méthanogènes bien supérieurs à ce qu'on peut avoir sur des résidus agricoles type fumier ou lisier. Puisque là, on va être entre 170 et 300 mètres cubes de méthane par tonne de matière organique. Donc c'est comparable à quoi ? On commence à être sur des choses avec des matières avec des fortes teneurs en glucides ou protéines, parce qu'en protéines, on va tourner autour de 500 mètres cubes par tonne, donc on va être à peu près sur ce genre de produits. Donc nettement plus intéressant que les effluents agricoles, qui, eux, sont aussi intéressants parce qu'ils amènent le potentiel de retour au sol de la matière organique pour autant. Donc il ne faut pas les opposer, on va plutôt les mettre en couplage, on va les codigérer. On récupérera une partie des nutriments du digestat, notamment azote, phosphore et potassium, pour les remettre dans la production d'algues et s'en servir comme nutriments. Oui. Et puis on va aussi récupérer le CO2 issu de la production de biogaz. Donc ça épurera le biogaz et on aura la partie biométhane qu'on valorisera d'un point de vue énergétique. Et le CO2 sera renvoyé sur la production d'algues puisqu'on est sur des algues photosynthétiques. Donc un besoin de CO2 pour l'apport de carbone. D'accord. Oui, vous aviez peut-être des vues sur les bioréacteurs, peut-être ? Non, malheureusement. Non, d'accord, non. D'accord. Ok. Bon, les photobioréacteurs sont des systèmes de tubes en verre ou d'autres matériaux que l'on va éclairer soit par la lumière naturelle, soit par une lumière artificielle, souvent avec des LED, avec des longueurs d'onde bien précises pour pouvoir, je dirais, améliorer la productivité et la production de ces microalgues. D'accord. Donc là, quels résultats vous avez déjà obtenus? Alors, on est au tout début du projet, puisqu'en fait, on a obtenu les avis positifs de la région Hauts-de-France, puisqu'on est rentré dans le dispositif Fonds Fratrie, qui est le fonds régional d'amplification de la 3e révolution industrielle. Oui. Et on est également accompagné avec les coms d'Aglo, du Beauvaisis, du Compiègnois et du Craïgois, qui nous accompagnent sur cette action. Donc GRT Gaz est contributeur et partenaire dans le projet, et puis Unilassal et UTC ainsi que les autres partenaires. Donc il n'y a pas de résultat en tant que tel. Il y a des essais, bon, pour l'instant, qui sont lancés, mais qui sont vraiment les premiers balbutiements. Là, il y a une plateforme qui va être construite, on va installer les équipements, on est sur des opérations pilotes de l'ordre de plusieurs mètres cubes, et puis on aura des publications et diffusion des résultats d'ici 18 mois. D'accord. Et donc la cible, ça pourrait être par exemple un agriculteur qui a uniquement des effluents d'élevage et pas forcément d'autres matières méthanogènes. Il cultive des algues pour booster son méthanisme. Voilà, en fait. L'idée c'est vraiment d'avoir une proposition technique, une solution technique qui soit un effet booster, un effet d'amplification sur la productivité. Et puis au-delà de cette productivité, également viser peut-être la rentabilité un petit peu supérieure que ce qu'on peut avoir sur les modèles classiques. Donc oui, c'est typiquement le genre d'opération qu'on souhaite voir se développer et s'implanter sur des unités de méthanisation agricole. Très bien, écoutez, je vous remercie. Peut-être que vous avez des questions dans la salle. Non. Eh bien, je vous remercie pour vos interventions très claires. Et nous allons continuer avec la question des externalités positives qui taraudent une bonne partie des intervenants.